Merci Lise, merci Denis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de parler aujourd'hui à Grenoble, à cette Global Challenges Science Week, qui me semble tout à fait typique de ce que vous savez faire à Grenoble. Partout, on se dit qu'il faudrait faire des conférences où les scientifiques de différentes disciplines se parlent, où les scientifiques parlent aux industriels, où les industriels parlent aux philosophes, et puis vous ne vous dites pas il faudrait le faire, vous le faites, et c'est merveilleux. Je suis aussi très ému de parler aujourd'hui de ce sujet, l'éthique de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui mêle science et philosophie, bien entendu. Quelques jours après que nous avons appris la disparition de Michel Serres, qui a fait beaucoup pour que la philosophie et les sciences se parlent. On avait l'habitude de dire de Michel Serres qu'il aimait beaucoup les ponts, qu'il jetait des ponts entre les disciplines ou qu'il abattait des murs entre les disciplines. Je crois qu'il a fait beaucoup plus que ça. Il nous a appris à voir qu'il n'y avait pas de mur. Et c'est beaucoup plus important d'éduquer son regard pour voir qu'il n'y a pas de mur que de détruire des murs qui auraient existé et qui en fait sont plus dans notre imagination. Michel Serres avait l'habitude de dire quand on veut parler d'un sujet, il faut commencer par essayer de comprendre ce qui est nouveau et ce qui est ancien. Et si on se pose cette question de l'éthique de l'informatique, de l'éthique de l'intelligence artificielle, il faut se demander si c'est une éthique récente ou une préoccupation récente ou une préoccupation ancienne. Et en fait, la réponse est que c'est une préoccupation relativement récente. Mon employeur, INRIA, existe depuis 52 ans maintenant. Et pendant à peu près les 40 premières années de son existence, il ne nous a pas semblé nécessaire d'avoir un comité d'éthique. Il nous semblait que les questions d'éthique n'avaient rien à voir avec ce que nous faisions et que nous pouvions faire de l'informatique sans jamais nous poser des questions d'éthique. Et donc ce point de vue a un petit peu changé il y a une dizaine d'années, quand nous nous sommes rendus compte que les algorithmes, les machines, les intelligences artificielles étaient partout et qu'elles posaient tout un tas de questions sur le type de société dans lequel nous voulions vivre, sur le type de valeurs que nous voulions défendre. Et c'est une transformation qui s'est faite simultanément à INRIA, au CNRS, dans différents endroits. Et les industriels, l'industrie a eu un rôle extrêmement important là-dedans, parce que pendant un certain temps, on avait l'idée que l'éthique était un frein à l'innovation. C'est-à-dire, voilà, vous savez, les comités d'éthique vous mettent tout un tas de contraintes, ils vous interdisent de torturer les gens, ils vous interdisent de torturer les animaux, etc. Bon, donc, vous ne pouvez pas faire de la recherche aussi librement que vous voudriez à cause de toutes ces contraintes. Mais finalement, nous nous sommes aperçus que loin d'être un frein à l'innovation, l'éthique était une condition nécessaire à l'innovation. Et je ne sais pas si des entreprises comme Google ou Facebook ont un avenir aujourd'hui, mais en tout cas, si elles en ont un, c'est très certainement en prenant en compte les questions éthiques qui sont soulevées par leurs utilisateurs qui ne veulent pas nécessairement utiliser des outils qui contreviennent à leurs valeurs, au respect de la vie privée, etc. Et c'est une question intéressante de savoir du fait que ces utilisateurs sont dans de très nombreux pays, comment est-ce que ces questions se posent différemment dans différents pays et dans différentes cultures. L'informatique, je vous ai dit, s'intéresse à l'éthique depuis peu de temps, et en ça, elle contraste énormément avec les sciences biomédicales, puisque vous savez qu'il y a un médecin dans l'Antiquité qui s'appelait Hippocrate, et qui, à 2500 ans, avait commencé déjà à réfléchir aux questions d'éthique. Et donc, il est quasiment inévitable de commencer par se poser la question de la similarité et de la différence entre les questions d'éthique biomédicale et les questions d'éthique de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Peut-être Hippocrate a-t-il déjà résolu tous les problèmes pour nous. Et dans ce cas-là, le travail des comités d'éthique serait simplifié si les questions de bioéthique et les questions d'éthique de l'informatique étaient les mêmes. En fait, il s'avère qu'elles sont assez différentes et on peut articuler leurs différences au moins selon 3 axes. Alors, la première, c'est que les questions d'éthique biomédicale parlent de 3 événements dans nos vies qu'on peut relier, en donnant un sens assez vague à ce mot, à quelque chose de sacré. L'éthique biomédicale nous parle de la naissance, nous parle de la mort, nous parle de la procréation. Et voilà, ce sont des questions qui sont tragiques. L'éthique de l'informatique, elle est plutôt du côté du comique, c'est-à-dire il se pose des questions beaucoup moins graves. Finalement, une atteinte à la vie privée d'une personne est moins grave
dans un certain sens qu'une atteinte à sa vie tout court, mais ces questions sont beaucoup plus quotidiennes. Voilà, c'est-à-dire compter le nombre de jours dans votre vie où vous êtes ou bien né, ou bien mort, ou bien vous avez procréé. C'est finalement un petit nombre de jours, un petit nombre d'événements dans votre vie, même si ces événements ont bien sûr eu un rôle très important. Mais comptez le nombre de fois que vous avez envoyé un mail, comptez le nombre de fois que vous avez eu accès à une information privée, que vous avez peut-être par maladresse, vous l'avez divulguée, ou par souci, ou par volonté de nuire. Voilà, c'est des choses qui, en tout cas, c'est des questions qui se posent tous les jours, quasiment toutes les minutes. Et disons à une vision de l'éthique où Antigone meurt pour ses valeurs, nous sommes dans une vision plus profane et plus quotidienne de l'éthique. La deuxième différence importante, c'est que en informatique, les questions éthiques nous mènent souvent à des problèmes de recherche, mais des problèmes de recherche en informatique. Et je vais juste vous donner un exemple qui est celui de l'anonymisation des données. Vous savez que quand vous avez, par exemple, des dossiers médicaux, mais aussi des dossiers pédagogiques, par exemple, eh bien, vous avez dans ces dossiers des informations extrêmement précieuses pour la recherche médicale ou pour la recherche pédagogique. Donc, savoir, par exemple, quels exercices ont fait progresser les élèves ou non, etc. Si vous pouvez l'observer sur un grand nombre d'élèves, eh bien, c'est beaucoup mieux. Vous avez des données qui vous permettent de faire de la recherche de meilleure qualité. Mais bien entendu, vous ne voulez pas que ces informations, qu'elles soient médicales ou pédagogiques, soient rendues publiques. C'est des informations qui sont privées aux patients ou à l'élève. Et vous voulez anonymiser les données. Et anonymiser, si vous prenez le mot dans sa signification première, ça veut dire supprimer le nom. Et donc, par exemple, vous pourriez avoir le dossier médical ou le dossier pédagogique d'une personne, dont je vais juste vous donner quelques informations, mais pas son nom. Elle s'appelle Wolfgang Amadeus. Elle est née à Salzbourg en 1756 et elle est morte à Vienne en 1791. Il s'agit d'un compositeur qui a composé plusieurs opéras. Voilà, donc vous voyez que même si j'ai supprimé le nom de ce compositeur, et je vais essayer de ne pas le prononcer pour respecter sa vie privée jusqu'à la fin de la conférence, vous avez peut-être deviné de qui il s'agissait. Alors vous pouvez dire, bon voilà, tout le monde n'a pas composé Don Juan, Così fan tutte. Voilà, il y a des gens qui sont très célèbres, c'est beaucoup plus difficile de les rendre anonymes, mais c'est le cas pour chacun de vous. Puisque, en gros, juste avec votre date de naissance et votre code postal, je peux vous réidentifier dans la quasi-totalité des cas. Et ce n'est pas si surprenant que ça, parce que, en gros, les personnes vivantes, nous partageons 30 000 dates de naissance différentes et 100 000 codes postaux. Donc, si vous multipliez 30 000 par 100 000, ça fait 3 milliards de combinaisons. Et sur ces 3 milliards de combinaisons, il n'y en a que 66 millions qui sont utilisées. Donc, la plupart d'entre elles ne sont utilisées qu'une fois. Et la probabilité pour qu'il y ait deux personnes qui utilisent la même combinaison parmi ces 3 milliards est extrêmement faible. Et donc, si je connais juste votre date de naissance et votre code postal, eh bien, ça me permet de vous retrouver sans quasiment aucune ambiguïté dans une base de données. On a aussi des données empiriques qui tiennent qui prennent en compte le genre en plus. Et le genre, sans vouloir faire de polémique, si on se limite à 2, on passe de 3 milliards de combinaisons à 6 milliards de combinaisons. C'est le genre à l'état civil. Je ne parle pas du genre en général, je parle du genre à l'état civil. Et donc ici, 87% des Américains sont réidentifiables par leur genre, leur date de naissance et leur code postal. Et donc, on se trouve avec un problème qui est comment anonymiser les données. Et il ne suffit pas de dire il faut anonymiser les données, il faut aussi dire comment. Et ça, c'est un problème de recherche. Il y a aujourd'hui en France plusieurs équipes, 2 ou 3, qui travaillent exclusivement sur cette question de l'anonymisation des données. Et on pourrait prendre d'autres exemples, le vote électronique par exemple, ou la question de l'équité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un algorithme est équitable ? Et cette question s'est posée avec beaucoup d'acuité il y a quelques années, à une époque où on utilisait un logiciel qui s'appelait Admission Post-Bac, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui a posé une question extrêmement importante, qui est est-ce que le hasard est équitable ? Donc est-ce que si vous tirez au hasard le destin d'une personne, au départ tout le monde a la même chance, puisque c'est les dés qui vont décider. Eh bien bizarrement, les lycéens ont décidé que le hasard n'était pas quelque chose d'équitable. Et en ça, ils ont changé avec une pensée dominante qui était que le hasard était ce qui est le plus équitable.
Bon, certes, pas a posteriori. Il y en a qui ont eu de la chance, il y en a qui n'ont pas eu de la chance. Et ça, c'est pas de chance, pour ceux qui n'ont pas eu de chance. Mais en revanche, a priori, il n'y a rien de plus équitable que le hasard. Et notre rapport au hasard a énormément changé depuis l'Antiquité, puisque dans l'Antiquité, le coup de dé était l'expression de la volonté des dieux. Donc vous ne pouvez pas vous révolter contre un coup de dé, alors qu'aujourd'hui, le coup de dé est vu comme un hasard pur. Donc ça nous amène à un changement dans notre point de vue sur ce qu'est... pourquoi est-ce que nous faisons le mal? Vous savez que c'est une question très ancienne en éthique. Nous savons comment faire le bien, et pourtant nous faisons le mal. Et, enfin, certains d'entre nous, mais disons à différents degrés, un petit peu nous tous. Et une réponse traditionnelle, c'est la faiblesse de la volonté, c'est la difficulté à résister à la tentation, etc. Et en éthique de l'informatique, on s'aperçoit qu'il y a une autre raison pour laquelle nous agissons mal, c'est parce que nous ne savons pas ce que veut dire bien agir. Nous ne savons pas ce que veut dire anonymiser un dossier médical ou un dossier pédagogique, et nous l'anonymisons mal, parce que nous ne savons pas bien l'anonymiser. Et donc, en gros, la réponse à cette question, c'est nous faisons le mal, parce que faire le bien est un problème de recherche, et c'est un problème que nous n'avons pas encore résolu dans certains cas. La troisième différence essentielle entre l'éthique de l'informatique et l'éthique biomédicale est qu'il est possible, en informatique, de se poser la question de savoir si un objet inanimé a ou n'a pas de valeur. Alors, quand on dit ça, on est souvent traité on est accusé d'anthropomorphisme, ou on peut même être accusé de fétichisme, en disant qu'un objet peut avoir des valeurs. Mais si vous prenez cet exemple, je pense que vous connaissez, qui est un exemple un peu rebattu du dilemme de la voiture autonome, qui a le choix entre écraser 5 personnes ou 10 personnes, en sachant que les 5 personnes sont propriétaires de la voiture, etc. Vous voyez que la voiture peut avoir été programmée de manière, par exemple, à épargner le plus grand nombre de vies possibles, ou alors à épargner le plus grand nombre d'années restant à vivre possible, auquel cas il faut tenir compte de l'âge des personnes que l'on épargne. Et c'est des questions qui sont très différentes pour le coup d'une culture à une autre. Mais vous voyez que si la voiture a été programmée selon ses valeurs, cette valeur qui est le respect de la vie humaine, par exemple, eh bien, ce respect de la vie humaine, on peut dire, en fait, c'est les valeurs du programmeur. C'est le programmeur qui avait ces valeurs et qui a décidé de programmer la voiture de cette manière. Mais il arrive aussi que ces valeurs, parfois, soient explicites. C'est-à-dire, ce n'est pas juste des valeurs qui étaient dans la tête du programmeur et qui ont dicté le code qu'il a écrit. Il arrive qu'il ait écrit dans le code même ces valeurs, c'est-à-dire qu'il est dans son algorithme, qu'il ait calculé le nombre de vies épargnées, et qu'ensuite il y ait une règle qui soit explicite, qui soit déclarative dans le code, qui dit qu'il faut épargner le plus grand nombre de vies possible. Auquel cas, on s'aperçoit qu'il y a dans la voiture quelque chose qui, s'il était dans un être humain, on dirait que ce sont des valeurs. Alors on est toujours réticent à appeler ça des valeurs, mais on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ressemblent à des valeurs dans des objets inanimés. Et ce n'est pas faire un acte d'anthropomorphisme de dire ça, c'est juste de dire qu'il y a une ressemblance structurelle entre ce qui, chez nous, s'appelle des valeurs et ce qui, dans un véhicule autonome, s'appelle des règles déclaratives, des règles exprimées dans un langage de comportement. Et alors l'éthique de l'informatique est très différente de l'éthique biomédicale. De plus, ces règles peuvent être très différentes des règles du programmeur. Il est tout à fait possible de payer un programmeur qui respecte certaines valeurs, qui croit à certaines choses, et de lui demander d'écrire un programme qui respecte d'autres valeurs. Après, le programmeur peut objecter qu'il ne souhaite pas le faire, et puis se mettre en retrait, mais parfois il peut le faire, sauf s'il est payé pour ça, il le fait. Et ensuite, le programmeur n'est jamais une seule personne. Donc, de parler de l'éthique, des valeurs du programmeur par opposition aux valeurs de l'éthique de la voiture est quelque chose qui est difficile, puisqu'il peut y avoir un groupe de programmeurs, et souvent il y a des communautés extrêmement vastes qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs. Et donc vous voyez qu'on est ici dans une situation très différente de l'éthique biomédicale, au sens où si un médecin
s'interrogeait sur les valeurs de son patient, eh bien lui-même serait en contravention avec l'éthique médicale, puisque l'éthique médicale, c'est de soigner tous les patients de la même manière, quelle que soit leur valeur, et il faut soigner un criminel de guerre avec la même énergie qu'un nouveau-né, à supposer que le nouveau-né soit innocent. Vous voyez que dans cet exemple, il y a, dans cet exemple de la voiture autonome, il y a quelque chose de surprenant, c'est que ce qui au départ était vraiment perçu comme une expérience de pensée, c'est-à-dire on se disait ces histoires là de paradoxes, de dilemmes du tramway, etc. Bien sûr, ça ne se produit jamais dans la vraie vie. En fait, les dilemmes moraux, il y a même une interrogation de savoir si les dilemmes moraux se produisent réellement dans la vie, s'ils se produisent souvent. Styron avait écrit un livre dans lequel une mère avait le choix entre épargner la vie d'un de ses enfants ou épargner la vie d'un autre enfant. Mais est-ce que ce type de situation se produit si souvent? Même en temps de guerre, même en fait, c'est des situations qui sont assez rares. C'est vraiment des expériences de pensée. C'est des expériences qui n'intéressent que les philosophes et les éthiciens. Ce n'est pas vraiment des questions pratiques. Mais on s'aperçoit que tout d'un coup, ces questions sont devenues des questions pratiques. Quand on programme une voiture, il faut vraiment se poser la question de ce que doit faire la voiture, même si ces situations sont rares. Et ça veut dire qu'une fois que la voiture va être programmée, eh bien, elle va vraiment appliquer ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, puisque non seulement ces situations sont extrêmement rares, mais quand elles se produisent, quand vous avez un dixième de seconde pour décider si vous écrasez un piéton qui est sur le passage clouté ou si vous jetez votre voiture dans le ravin, comme vous avez un dixième de seconde, il est assez difficile de se poser la question de ce qu'Elisabeth Adscombe avait écrit sur ce sujet, ou alors Emmanuel Kant, et puis Emmanuel Kant, il faut retrouver exactement le... Ah voilà, mais il y a un dixième de seconde, voilà, donc ça ne marche pas. En revanche, quand on programme une voiture autonome, on a tout le temps. On a tout le temps devant soi, parce qu'on ne programme pas au moment où, bien sûr, l'événement se produit. On le programme 10 ans avant. Et donc, on a le temps de réunir un comité d'éthique, on a le temps de faire des choix, on a le temps de discuter ces choix. Et une fois que ces choix sont faits, on vit de fait en accord avec ces choix, puisque c'est les choix qui vont être réalisés par la voiture au moment d'un accident. Et donc, ça veut dire que peut-être pour la première fois, nous sommes contraints de vivre en accord avec nos valeurs. Pendant longtemps, nous avions des valeurs, nous disions il faut faire ci, il faut faire ça, ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça, puis notre comportement était complètement différent. Et puis on disait, ben voilà, c'est la faiblesse de la volonté, etc. Et puis j'ai pas eu le temps de mettre mon comportement en accord avec mes valeurs, puisque je devais prendre une décision dans l'urgence. Mais maintenant que ce n'est plus le cas, voilà, nos valeurs se sont mises en accord d'elles-mêmes avec nos comportements, puisqu'on programme ces comportements longtemps à l'avance. Et ça, c'est ce qu'on appelle un progrès moral. C'est un progrès moral de vivre en accord avec ses valeurs. C'est mieux de vivre en accord avec ses valeurs plutôt que de professer une morale d'un côté et puis d'agir d'une autre manière de l'autre côté. Et ça veut dire aussi que peut-être notre morale est-elle trop exigeante. Est-ce que nous sommes réellement capables de vivre en accord avec nos valeurs? Maintenant que nous vivons de fait en accord avec nos valeurs, au moins dans un certain nombre de cas, bien entendu, peut-être faut-il être plus raisonnable sur les valeurs que nous voulons défendre. Et ça nous amène à une question qui a beaucoup agité aussi bien les juristes que les éthiciens, qui est: est-ce qu'une loi est faite pour être transgressée? Est-ce qu'il y a des situations, plus exactement, est-ce qu'il y a des situations où transgresser la loi est bien? Et oui, bien entendu, je vous ai parlé d'Antigone tout à l'heure. Vous savez qu'Antigone oppose son éthique personnelle à la loi des hommes. Et de manière générale, il n'est pas difficile de construire des exemples dans lesquels il est nécessaire de transgresser une règle, ne serait-ce que quand il y a un dilemme moral et on est obligé de transgresser une règle ou une autre. Et voilà, si vous roulez, vous savez sans doute, si vous avez le code de la route, qu'il est interdit de franchir une ligne blanche. Maintenant, si vous roulez sur une route de campagne et qu'il n'y a personne sur la voie de gauche et qu'en face de vous, il y a un landau qui, pour une raison parce que c'est une expérience de pensée, se trouve au milieu de... Bien entendu qu'il faut franchir la ligne blanche. Si vous ne franchissez pas la ligne blanche en disant il est interdit de franchir des lignes blanches, vous avez mal agi. Et donc, ça, c'est un point de vue qui oppose les informaticiens et les juristes. Si vous avez une route sur laquelle la vitesse est limitée à 80 km/h et que vous avez un algorithme qui conduit la voiture, il est relativement raisonnable de concevoir l'algorithme de manière à ce qu'il ne dépasse pas les limitations de vitesse. Mais il y a des situations où dépasser les limitations de vitesse est peut-être nécessaire.
Et donc, par exemple, si vous essayez de fuir un incendie et que l'incendie se propage à 81 km/h par seconde, à 80 km/h, pardon, eh bien, peut-être vaudrait-il mieux rouler à 82 km/h qu'à 80 km/h, puisque sinon l'incendie va vous rattraper. Ou dans une situation qui, là, pour le coup, est moins un exemple théorique, si vous avez dans votre voiture une future maman qui est en train d'accoucher, peut-être faut-il rouler à 90 km/h pour arriver à la maternité avant la naissance de l'enfant. Et donc ça pose une question très concrète qui est de savoir est-ce qu'il faut mettre un bouton sur la voiture qui lui permet de dire eh bien, nous allons transgresser la limitation de vitesse à 80 km/h parce que la situation exceptionnelle le justifie. Et alors, il y a un certain nombre de gens, en particulier des juristes, qui nous disent bah oui, bien sûr, la loi est faite pour être transgressée. La loi n'est pas quelque chose qui. La loi est déontique, elle n'est pas aléthique, elle n'est pas là pour être respectée. Elle est là pour nous donner une espèce de guide de notre action. Mais il y a un certain nombre de gens, en particulier des informaticiens, qui disent mais pas du tout. La loi, elle est là, il faut l'appliquer. Et donc, il n'y a pas besoin du bouton. D'un point de vue conséquentialiste, ça se défend, parce que finalement, les gens appuient très souvent sur le bouton « j'ai une bonne raison de transgresser la loi », dans des cas où ils auraient très bien pu ne pas le faire. Voilà, ils vont arriver en retard au cinéma, hop, ils disent « ça, c'est aussi grave que mourir dans un incendie ou laisser une jeune mère accoucher sans soin ». Et donc, je transgresse la limitation de vitesse pour arriver à l'heure au cinéma. Et voilà, et donc ça crée des accidents, alors que finalement, statistiquement, en fait, on a moins d'accidents si on respecte la loi d'une manière plus intransigeante. Mais bien entendu, si on respecte la loi d'une manière totalement intransigeante, il faudra aussi que la loi change un peu. C'est-à-dire, on ne peut pas dire la route est limitée à 80 km/h pour tout le monde. Il faudra avoir une loi beaucoup plus complexe qui dira il faut rouler à 80 km/h, sauf si, par exemple, il y a une femme enceinte dans la voiture, enfin une femme en train d'accoucher dans la voiture, auquel cas il est autorisé par la loi de dépasser, de ne pas transgresser, de ne pas respecter la règle précédente. C'est-à-dire la règle serait un véhicule qui ne contient pas parmi ses passagers de femmes en train d'accoucher doit rouler à moins de 80 km/h, mais il y a une condition à la loi, c'est une loi conditionnelle. Et donc, on irait à une idée d'une loi extrêmement complexe. Mais alors, qui comprendrait cette loi? Mais personne, et c'est pas grave, parce que la loi n'est pas faite pour être lue par les conducteurs, puisqu'il n'y a plus de conducteurs, il n'y a plus de personne qui va passer le code. C'est juste le code le programme, le code, qui va implémenter le code, la loi. Et donc vous voyez que ce rôle de la loi, qui est maintenant juste des critères sur l'écriture du code, c'est-à-dire quand on écrit le code d'un véhicule autonome, il ne faut pas que le véhicule dépasse 80 km/h. Le mot code ici a changé de sens. Ce n'est plus quelque chose qui est publié par le législateur, mais c'est quelque chose qui est écrit dans un programme informatique. Alors ça, ce sont le cadre un petit peu dans lequel l'éthique de l'informatique se pose aujourd'hui, mais vous m'avez proposé de parler de l'éthique de l'IA, de l'intelligence artificielle, et l'éthique de l'intelligence artificielle pose un certain nombre de problèmes supplémentaires. Et le premier de ces problèmes est que nous vivons dans une culture qui, depuis 2500 ans, se fait peur en inventant des histoires horribles, des histoires dans lesquelles un être humain crée, ou des êtres humains, créent des créatures, créent des personnes qui ressemblent à des humains. Et les choses vont très mal. Et alors ça, c'est un très vieux schéma narratif dont vous connaissez tous Galatée, avec son sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de Galatée, et hop, avec l'aide un peu des dieux et d'une déesse, il transforme sa statue d'ivoire en femme. Vous connaissez aussi, donc ça c'est dans la tradition, dans la mythologie, dans la tradition grecque. Dans la tradition juive, il y a un peu la même histoire donc c'est une histoire qui était un peu perdue dans le Talmud et qu'on a revivifiée au XIXe siècle, où un rabbin, dans la version du XIXe siècle, le rabbin de Prague, le rabbin Leuve, crée un être d'argile. Alors là, c'est pas de l'ivoire, c'est de l'argile. Mais il donne
le souffle divin à cette sculpture d'argile, qui devient golem et qui se met à tout détruire autour de lui. Au début, le golem est là pour protéger le ghetto des pogroms, mais finalement, ça se passe mal quand même. Et puis, dans un passé plus récent, Frankenstein, Pinocchio, les robots de Rossum, HAL 9000, etc. À chaque fois, c'est la même histoire. Mais ces histoires ne sont pas inintéressantes. Elles nous posent deux questions morales, deux questions éthiques. La première, c'est celle de l'hubris de l'homme qui cherche à se rendre à l'égal des dieux chez les Grecs et de Dieu chez les Juifs. Et voilà, et ça, c'est pas bien. Donc, c'est une des morales de l'histoire. C'est pas bien d'essayer d'imiter les dieux. Voilà, ça dépend de la version. Mais il y a aussi une autre question qui est où est la limite entre l'humain et le non-humain. Et ça, c'est une question qui est toujours posée dans ces contes, dans ces histoires. Qu'est-ce que ça veut dire que Pinocchio cesse d'être un pantin pour devenir un garçon? Où est la différence? Et cette question de la limite entre l'humain et le non-humain, c'est une question extrêmement ancienne. Par exemple, il y a une querelle célèbre à Valladolid qui ne discute pas de savoir si les Indiens d'Amérique, les natifs d'Amérique, sont des humains ou non, mais en gros, c'est la question. On discute de savoir s'ils ont une âme ou pas. Et donc, c'est une question qui s'est posée à de nombreuses reprises. Est-ce que les ilotes et les esclaves étaient des humains, etc. Est-ce que la loi des humains, est-ce que la loi des citoyens s'applique aux ilotes ou aux esclaves? Non. Donc, on retrouve cette interrogation entre quelle est la spécificité de l'humain dans ces contes. Mais il n'en reste pas moins que ces récits, notre premier devoir, si nous voulons penser l'intelligence artificielle d'une manière claire, c'est de maintenir ces récits à distance. Parce que c'est des récits qui ont 2500 ans. Ils ne parlent absolument pas de l'intelligence artificielle telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça ne fait que 100 ans que ces êtres s'appellent des robots ou des ordinateurs. C'est seulement depuis Čapek, avec les robots universels de Rossum, qu'on parle de robots. Et c'est seulement depuis, je ne sais pas, peut-être HAL 9000 ou je ne sais pas, qu'on parle d'ordinateurs. Avant ça, ils sont en bois, en argile, en morceaux de cadavres recousus, en ivoire, etc. Donc c'est une question qui n'a rien à voir en fait avec le développement de la technologie moderne. Et c'est extrêmement difficile de maintenir ces récits à distance. Denis rappelait que j'étais ce matin dans un lycée et ça n'a pas manqué. La question des lycéens, la première question des lycéens, c'était est-ce que les intelligences artificielles vont nous détruire comme dans Terminator ou dans je ne sais quel autre film? Et alors j'ai essayé de leur dire mais d'où vient cette peur? D'où vient cette peur que vous avez que les machines vous détruisent? Alors ils ont dit les machines sont meilleures que nous. Je dis mais les machines sont depuis toujours meilleures que vous. Est-ce que vous savez soulever des charges plus lourdes qu'une grue? Non, la grue est meilleure que vous. Est-ce que vous savez faire des multiplications de 10 chiffres par 10 chiffres sans vous tromper? Non, la calculatrice est meilleure que vous. Est-ce que pour autant la grue ou la calculatrice vous ont déjà découpé en morceaux? Alors, ils disent non, mais les intelligences artificielles, pourquoi pas? Peut-être que les grues ne vont pas nous découper en morceaux, mais les IA, oui. J'ai dit bon, mais alors essayons plutôt d'essayer de voir d'où viennent nos peurs. Nos peurs viennent de 2500 ans de films d'horreur. Et pas du tout de ce qu'est l'IA. Et c'est quasiment impossible. Alors bien sûr, avec un public très choisi comme le vôtre, c'est possible. Mais quand vous parlez à une classe de lycéens, c'est pas possible de maintenir ces récits à distance. Ils arrivent quoi que vous fassiez. J'ai donné une intervention pour des gens pourtant très cultivés. Je leur ai dit, il y a une question à laquelle je ne répondrai pas. C'est quand est-ce que les robots vont nous dépasser? Donc j'ai fini mon intervention. Première question, quand est-ce que les robots vont nous dépasser? Il n'y a que ça qui intéresse les gens, et c'est vraiment pas du tout la question qui devrait nous intéresser. Alors, un deuxième écueil contre lequel se prévenir, c'est le mot intelligence artificielle lui-même. Alors, vous savez qu'en français, on ne crée pas de mot qui désigne quelque chose d'artificiel en ajoutant l'adjectif artificiel à un mot qui désigne quelque chose de naturel. Si vous avez un oiseau artificiel, ça ne s'appelle pas un oiseau artificiel, ça s'appelle un avion. Même si l'étymologie du mot avion et du mot oiseau sont la même, bien entendu. Et si vous avez fabriqué un poisson artificiel, eh bien ça s'appelle un sous-marin, ça ne s'appelle pas un poisson artificiel. Et donc, on ne voyage pas dans des tapis volants, voilà. Donc mais on fait de l'intelligence artificielle. Et cette idée
que l'intelligence artificielle, c'est comme l'intelligence, mais c'est artificiel, nous mène à une confusion sur le rôle des objets techniques. Nous avons toujours fabriqué des objets techniques pour pallier nos limitations, pour pallier... C'est parce que nous ne sommes pas foutus de soulever 10 tonnes comme ça avec nos biceps que nous avons inventé les grues. Si nous étions capables de le faire, il n'y aurait pas eu besoin d'inventer des grues. Donc les objets techniques sont par nature complémentaires de notre humanité. Ils font ce que nous ne savons pas faire, et nous les avons construits pour ça. Alors que le mot intelligence artificielle nous mène plutôt à l'idée d'une substitution, voire d'une compétition entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Et alors, quand on objecte, comme je l'ai fait tout à l'heure, que ni les grues, ni les programmes d'échecs, ni les programmes de Go, ni nous avaient découpés en morceaux, enfin, qu'ils étaient de toute façon meilleurs que nous et que ce n'était pas un problème. C'est pour ça qu'on les a fabriqués. Si nous étions capables de lever des charges lourdes, nous n'aurions pas fabriqué d'objets techniques pour soulever des charges lourdes. Alors, les gens nous disent, oui, mais ça, c'est l'IA faible, il faut parler d'IA forte. Alors, c'est quoi l'IA forte? Eh bien, c'est quand est-ce que les machines vont avoir une conscience? Quand est-ce que les machines vont être vraiment intelligentes? Et vous voyez que là, on est vraiment passé à la compétition. Et le problème de ce type de question, c'est qu'il utilise le mot conscience ou le mot intelligence comme si nous savions ce que ça voulait dire. Mais en science ou en philosophie, quand nous prenons un concept du langage courant, notre première mission, c'est de broyer le concept. La science et la philosophie sont deux machines à broyer les concepts. Prenez un exemple, le concept de phlogistique qui existait dans l'alchimie, on a compris qu'on pouvait s'en passer. Le concept de nombre qui existait, on s'est rendu compte qu'il y avait 7 ou 8 concepts, les nombres entiers, les nombres relatifs, les nombres rationnels, etc. Et donc qu'il fallait préciser ce que nous entendions par un nombre. Sinon la question, est-ce qu'il existe un nombre dont le carré est égal à 2, comme les pythagoréciens se la sont posés, n'a pas de sens. Si on parle d'un nombre rationnel, non. Si on parle d'un nombre réel, oui. Le mot réel étant lui-même mal choisi, mais bon, ça c'est la faute à Descartes. Et un autre cas, c'est le cas du mot poids, où en utilisant le mot poids est certes passé du langage courant au langage scientifique, mais avec une définition assez différente, qui est l'opposition entre poids et masse. Et de la même manière, le mot énergie est passé aussi, mais avec une définition qui est complètement différente de la signification du mot énergie. Donc, au lieu de nous demander si les ordinateurs vont être conscients, si les robots vont être conscients, s'ils vont être autonomes et s'ils vont nous couper en morceaux, nous devrions plutôt nous demander qu'est-ce que la conscience, que signifie la conscience. Et à ce moment-là, nous apercevons que le mot nombre, il a fallu substituer par 7 ou 8 acceptions du mot. Le mot conscience, c'est sans doute 10 ou 12. Vous voyez, la conscience morale n'a rien à voir avec la conscience de soi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un ordinateur est conscient? C'est-à-dire qu'il a une conscience morale, auquel cas peut-être on peut dire qu'il en a déjà une. Certains ordinateurs appliquent un certain nombre de règles éthiques, c'était ce que je vous racontais tout à l'heure. Ou est-ce qu'il a une conscience de soi? Oui, certains ordinateurs sont capables de se désigner eux-mêmes par un pronom « je ». Dans les langages à objets, par exemple, l'objet se définit lui-même, se désigne lui-même par le pronom « self ». Est-ce que c'est une conscience de soi? J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'est la conscience de soi. Donc il faut s'interroger sur la notion de conscience, et la notion de conscience de soi par exemple, avant de pouvoir répondre à ces questions. Un troisième, et ça sera mon dernier grief contre le mot intelligence artificielle, c'est que ce mot a déjà changé de sens 2 fois, alors qu'il n'existe que depuis 60 ans. Donc le mot intelligence artificielle a été créé en 1958 à une conférence qui avait lieu à Dartmouth, dans le New Hampshire. Et à cette époque, l'intelligence artificielle désignait les techniques qui, en informatique, permettent de construire des programmes qui sont capables de raisonner, c'est-à-dire des programmes qui appliquent les règles de la logique. Et puis le mot a disparu quelques années plus tard parce que les chercheurs de ce domaine ont décidé que intelligence artificielle n'était pas un bon mot et qu'il valait mieux utiliser le mot démonstration automatique. Et donc, il y a une branche de l'informatique qui s'appelle la démonstration automatique, qui avant s'appelait l'intelligence artificielle et qui ne s'appelle plus l'intelligence artificielle. Comme on va le voir, c'est même le contraire de l'intelligence artificielle. Ensuite, dans les années 80, ce mot a désigné des programmes qui étaient capables d'échanger avec leurs utilisateurs dans une langue naturelle. Et puis, les chercheurs de ce domaine ont décidé que le mot traitement de la langue était plus adapté pour décrire leurs travaux. Et puis, le mot a redisparu. Et il est réapparu il y a entre 5 et 10 ans pour désigner quelque chose de tout à fait nouveau qui est les algorithmes d'apprentissage automatique. Et aujourd'hui, quand les spécialistes parlent d'intelligence artificielle, ils parlent d'apprentissage automatique, et quand les lycéens parlent d'intelligence artificielle, ils parlent de Terminator. Et certes, Terminator est peut-être fondé sur un peu d'apprentissage automatique, mais enfin, c'est des choses qui sont totalement différentes et qui contribuent à une confusion des discours.
Alors, qu'est-ce que l'apprentissage automatique? Je sais qu'il y a plein d'experts dans la salle, donc je vais être relativement bref. Et j'ai essayé d'expliquer ça à des lycéens, pas ceux de ce matin, mais d'autres, en leur montrant deux tableaux d'un peintre, puis deux tableaux d'un autre peintre. Donc, je leur avais donné le nom du peintre des deux premiers tableaux. Il s'agissait de deux tableaux d'un peintre qui s'appelle Lorenzetti, qui est un primitif italien. Puis je leur ai montré deux tableaux d'un autre peintre qui s'appelle Keith Haring, qui est un graphiste, un graffeur new-yorkais. Ils ont 7 siècles d'écart. J'avais pris une certaine marge pour que la différence de style soit assez visible. Et puis je leur ai montré un autre tableau, un 5e tableau, et je leur ai dit, est-ce qu'à votre avis, c'est un tableau de Keith Haring ou de Lorenzetti, d'Ambrogio Lorenzetti? Et ils m'ont dit, c'est un tableau de Keith Haring, et c'était vrai à 100%. 100% des lycéens avaient repéré, en voyant juste deux tableaux de l'un, deux tableaux de l'autre, de peintres dont ils n'avaient jamais entendu parler, ils étaient ensuite capables d'identifier un nouveau tableau et de l'attribuer à l'un des peintres. Alors après, je leur ai demandé, mais comment est-ce que vous avez fait? Supposez que je sois un martien et que je ne connaisse ni l'œuvre de Lorenzetti, ni l'œuvre de Haring. Il faut que vous m'expliquiez comment on fait pour distinguer les tableaux de l'un des tableaux de l'autre. Mais il y a une contrainte, c'est que vous ne pouvez pas me montrer les tableaux. Vous devez m'expliquer, avec des mots, comment on fait pour distinguer, comment vous avez fait pour distinguer aussi efficacement les tableaux d'un peintre du tableau d'un autre. Et là, ils ne savaient pas. Alors à l'inverse, je leur ai demandé de faire une addition, 98 plus 99, et ils ont tous trouvé le bon résultat qui est 197. Et je leur ai dit, mais comment vous avez fait? Ils ont dit, mais c'est extrêmement simple. On ajoute le 8 et le 9, ça fait 17, on pose le 7, on retient 1, on ajoute le 1 avec le 9 et le 9, ça fait 19, résultat, 197. Et vous voyez qu'il y a une différence entre ces deux problèmes, puisque dans le premier, on pourrait dire, les lycéens ont réussi à une performance, mais ils ne savent pas l'expliquer. Donc ils savent faire quelque chose, mais ils ne savent pas expliquer comment ils le font. Dans l'autre cas, ils savent le faire et ils savent l'expliquer. Et donc, en reprenant des mots qui nous viennent du philosophe Leibniz, et qui ont été surtout popularisés par Freud, on peut dire que le premier algorithme est inconscient, et le deuxième est conscient. C'est-à-dire, dans le deuxième, ils savent expliquer ce qui s'est passé dans leur tête. Dans le premier, ils ne savent pas expliquer. Mais surtout, ce n'est pas ça la grosse différence. Cette différence, elle-même, elle est conséquence d'une autre différence. C'est que le premier algorithme, il n'utilise pas des symboles. Il est non linguistique, non symbolique. Comment est-ce qu'on reconnaît un peintre, un tableau d'un peintre? C'est pas avec des chiffres, c'est pas avec des lettres, c'est pas avec des mots. Comment? On ne sait pas. Alors qu'en revanche, l'algorithme de l'addition, il est clairement linguistique. Il y a des 8, des 9, et des 1, voilà. Donc on manipule des symboles. Et donc j'ai proposé de ressusciter un mot qui avait disparu du vocabulaire philosophique et du vocabulaire scientifique depuis longtemps, pour désigner le premier type d'algorithme, le premier type de chose qui se passe dans notre tête quand nous reconnaissons un tableau et que nous l'attribuons à un peintre. Et il me semble que c'était le mot, enfin bon, si le mot ne vous plaît pas, vous pouvez en choisir un autre, hein, vous savez, en science, on peut toujours remplacer un mot par un autre, en philosophie aussi. Il me semble que c'est ce qu'on appelait, à une certaine époque, l'instinct. Et donc il y a des algorithmes instinctifs, c'est ce qui se passe dans notre tête quand nous reconnaissons un tableau, et puis il y a des algorithmes symboliques ou linguistiques, qui sont des algorithmes qui manipulent des symboles, et du fait qu'ils manipulent des symboles, nous savons expliquer a posteriori ce que nous avons fait avec les symboles, et donc nous pouvons le communiquer. Et pendant longtemps, il y avait un paradoxe en informatique, c'est que l'expression d'algorithme instinctif était quelque chose que nous ne savions pas faire. Si vous reprenez des vieux cours de programmation des années 2000 encore, pour ne pas parler des cours de programmation des années 50, mais dans les années 2000, nous disions aux étudiants, eh bien, nous sommes capables de faire un programme qui multiplie deux nombres de 1 million de chiffres, chacun. Ce qu'aucun d'entre vous n'est capable de faire. Donc les ordinateurs vous dépassent extrêmement de loin, pour faire des multiplications. Mais nous ne savons pas faire un algorithme qui distingue un chien d'un chat. Ce qu'un enfant de 2 ans sait faire. Et voilà, ça c'était le paradoxe. Et puis, et c'est en ça que l'apprentissage automatique a été un progrès immense, c'est que tout d'un coup, nous avons compris comment faire, comment programmer ces algorithmes instinctifs. Et une manière extrêmement simple de faire, et je ne comprends pas qu'on n'y ait pas pensé plus tôt, mais enfin c'est le signe des idées de génie, c'est qu'on ne comprend pas a posteriori comment on n'y a pas pensé plus tôt, c'est que si vous avez 2 images de chiens et 2 images de chats,
Vous pouvez définir sur les images en général une métrique, c'est-à-dire quelque chose qui compare la proximité, qui compare les images et qui nous indique une certaine proximité. Donc si deux images sont identiques, leur distance est nulle. Si les images sont très différentes, leur distance est très grande. Et donc, il y a entre l'image de Keith Haring, le tableau de Keith Haring que j'avais montré aux lycéens, et les deux tableaux qu'ils avaient vus avant, une proximité plus grande qu'avec les deux tableaux de Lorenzetti qui sont ailleurs dans l'espace des tableaux. Et donc, puisque ce qui en gros ressemble à un tableau de Keith Haring est un tableau de Keith Haring, eh bien, il est raisonnable de penser que selon toute vraisemblance, le tableau que je leur avais montré était un tableau de Keith Haring. Il se peut que ce soit un faux fait par Lorenzetti qui cherchait à imiter Keith Haring. Mais c'est peu probable. Et c'est ça le principe de l'apprentissage statistique, c'est que tout ce qui ressemble à un chat est un chat, probablement. Et donc c'est cette idée qui a demandé d'abord d'utiliser de grandes quantités de données, puisque là je vous ai donné un exemple avec deux tableaux et deux tableaux, mais avec les algorithmes d'apprentissage statistique ça ne marche pas, il faut des milliers, des millions d'exemples pour que ça marche. Et ça c'est un grand mystère, c'était l'objet d'une conférence hier matin. C'est un grand mystère, pourquoi est-ce que nous apprenons avec deux tableaux et pourquoi est-ce que les ordinateurs ont besoin d'1 million de tableaux pour apprendre. Trouver 1 million de tableaux de Lorenzetti, c'est compliqué. Bon, enfin, on peut faire ça avec des chats et des chiens, ça, il y en a des millions. Et donc ça, c'est un mystère. Mais la chose importante ici est que l'algorithme repose sur une comparaison. Et donc, il faut quand même inventer cette métrique, cette fonction qui calcule une distance entre deux tableaux, et c'est assez compliqué. C'est assez difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc c'est pour ça que c'est un domaine de recherche. C'est parce que définir de telles métriques est compliqué. Et vous voyez que le fait que nous ayons trouvé une méthode, cet algorithme particulier d'apprentissage qui s'appelle l'algorithme des plus proches voisins, nous donne plus ou moins une manière de décrire ce qui se passe dans la tête de l'ordinateur, c'est-à-dire dans les circuits de l'ordinateur. Je vais arrêter avec les anthropomorphismes faciles. Donc ça nous permet de décrire ce qui se passe dans les circuits de l'ordinateur, puisque en gros, l'ordinateur applique ce calcul de distance, calcule la distance entre le tableau 5 et les tableaux 3 et 4, calcule la distance entre le tableau 5 et les tableaux 1 et 2, fait la moyenne de la distance avec les tableaux 3 et 4, fait la moyenne, fait une comparaison de nombres, et dit que vraisemblablement, c'est un tableau de Keith Haring parce que c'est plus proche de Keith Haring. Mais alors, si vous voyez ça, et surtout si vous avez des millions de tableaux, ou des millions d'images, ou des millions d'images de chats et de chiens, ou des millions de sons, etc., eh bien, vous verrez que vous expliquez, certes, enfin, vous décrivez ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur, mais vous ne l'expliquez pas vraiment. Vous n'êtes pas capable de dire ce qu'est un tableau de Keith Haring ou de Lorenzetti. Vous êtes juste capable de dire, eh bien voilà, nous avons fait des calculs pendant des heures, et finalement, ce tableau est plus proche de cela. Et donc ça va nous amener à la question qui va nous occuper tout de suite, qui est celle de l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer? Mais avant ça, il y a une question que nous devons nous poser, qui est: est-ce que nous devons nous fier à notre instinct ou non? Et par exemple, il y a une situation totalement absurde où dans les véhicules autonomes, on essaye d'avoir une caméra qui filme ce qu'il y a, la scène qu'il y a devant la voiture, et qui cherche à reconnaître les panneaux de signalisation. Donc, nous utilisons des algorithmes de reconnaissance d'images, des algorithmes instinctifs, pour reconnaître des panneaux. Alors qu'il serait extrêmement simple d'utiliser une carte sur laquelle les panneaux sont indiqués. Ou il serait extrêmement simple que le panneau, au lieu de nous envoyer des photons qui représentent une image que nous avons ensuite une certaine difficulté à analyser, nous envoie directement en Wi-Fi ou en Bluetooth, ou je ne sais dans quel protocole, l'information qui est écrite sur le panneau. Et cette situation est parfois poussée jusqu'à l'absurde. J'ai appris qu'il y a un programme qui est vendu aux coiffeurs qui leur permet, quand un client appelle pour prendre un rendez-vous, de parler en langage naturel avec le client. Alors, vous savez, quand vous appelez le coiffeur, en général, ce n'est pas pour lui poser des questions sur l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, c'est pour lui demander un rendez-vous. Et donc votre phrase est en général « bonjour » ou « pas bonjour »,« je souhaiterais un rendez-vous », et puis il y a une date derrière. Et donc là, le programme réserve dans l'agenda du coiffeur une place pour vous, et vos réponses est notée « merci beaucoup ». Et vous pouvez croire que vous avez parlé à une personne.
Mais bien entendu, un jour, ou c'est peut-être déjà le cas, j'en sais rien, il y aura une application sur nos téléphones pour téléphoner au coiffeur. C'est-à-dire, là, on aura une application qui dit « Bonjour, je souhaiterais un rendez-vous », etc. Et donc, si nous mettons bout à bout ces deux programmes, eh bien, nous avons un ordinateur et un autre ordinateur qui souhaitent échanger quelque chose qui doit faire 10 octets. Et pour ça, on va l'exprimer dans une langue naturelle, par oral, le mettre sur un téléphone, qui lui-même est sur IP, donc on va le retraduire sous forme numérique pour l'envoyer sur le réseau Internet, pour que chez le coiffeur, on le retraduise sous une forme analogique, pour qu'ensuite, il y ait un algorithme d'intelligence artificielle qui reconnaisse quelle est la date qui a été demandée. Et donc, vous voyez que cette volonté de faire comme les humains, ici, nous amène à une situation absurde. Il faut juste que votre téléphone tout seul, enfin, échange de l'information selon un protocole simple avec le téléphone du coiffeur, et le rendez-vous est pris. Et alors on peut aller un peu plus loin dans cette défiance vis-à-vis de l'instinct, qui est de nous poser la question d'où viennent nos instincts? Comment est-ce que nous savons ce que nous avons appris? Et ça pose la question célèbre, très discutée, de la qualité du dataset, la qualité des données que nous utilisons pour entraîner les algorithmes. Et donc vous connaissez très certainement cet exemple horrible d'un chatbot qui s'appelle Tai, et que des ingénieurs un peu naïfs de chez Microsoft ont eu l'idée de mettre en ligne en pensant qu'avec un algorithme d'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire un algorithme où Tai apprend de ses échanges de son utilisation, donc de ses échanges avec des interlocuteurs, à dire des choses. Et essentiellement, elle va faire ce que vous faites à peu près tous les jours, c'est-à-dire que vous redites à un interlocuteur ce qu'un autre interlocuteur vous a dit avant. Et donc, les ingénieurs de Microsoft se sont dit, c'est super, on va voir plein de gens vont venir parler à Tai, Tai va apprendre plein de choses sur le monde, et après, on va essayer de savoir qu'est-ce que Tai a appris sur le monde à travers les échanges qu'elle a eus avec les interlocuteurs. Voilà, sauf que ça s'est passé dans un pays où il y a un mouvement néo-nazi très, très présent, et que les néo-nazis se sont tous envoyés un tweet en disant « faut appeler Tai, il faut lui expliquer que Hitler était un type cool et qu'il a tué personne ». Et puis Tai s'est mis à répéter ça, bien entendu. Et dans ce cas-là, c'est un cas... Bon, du coup, on a dû débrancher Tai. Est-ce que ça pose un problème éthique? J'en sais rien, sans doute pas. Bien sûr, ce cas est complètement extrême. Et puis j'ai réussi à arriver au point Godwin en vous parlant d'Hitler et des nazis. Mais cette question se pose sur tous les cas où nous utilisons des données pour entraîner un ordinateur. Par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans toute la question de la justice prédictive, hein, qui va rester hors de mon intervention, mais il y a une question qui est de savoir si nous enseignons le droit aux ordinateurs, si nous leur apprenons le droit à partir de la jurisprudence, comme dans le droit anglo-saxon, c'est raisonnable de le faire, eh bien, les algorithmes d'apprentissage vont reproduire tous les biais ethniques, sexistes, etc., des juges humains. Alors, comme on sait par ailleurs que ces biais existent, par exemple dans le sud des États-Unis, mais pas uniquement, eh bien, on aurait des algorithmes qui seraient d'aussi mauvais juges que les juges humains, c'est-à-dire des juges qui jugeraient différemment, qui donneraient des peines différentes pour le même crime à des prévenus en fonction de la couleur de leur peau. Et donc il y a une nouvelle question qui se pose, qui est quelle est la qualité des données que nous utilisons pour entraîner ces algorithmes. Et ici, il y a un paradoxe, c'est qu'en informatique, nous avons en gros 4 types d'objets, des algorithmes, des machines, des langages et des données. Et depuis longtemps, nous savons démontrer que des algorithmes sont corrects. Nous savons spécifier et valider des algorithmes. Nous savons spécifier et valider des machines. Nous savons spécifier et valider des langages, des compilateurs par exemple. Mais nous n'avons jamais réfléchi à ce que ça signifie de spécifier des données, quelles sont les propriétés que nous attendons des données et comment valider des données. Et c'est sans doute pas si difficile, mais c'est un point aveugle dans la question de la spécification et de la validation. Alors ça pose une question philosophique un peu plus profonde. C'est finalement pourquoi est-ce que nous avons besoin des langues et des langages? Puisque nous avons des algorithmes instinctifs qui nous permettent de distinguer les chats des chiens, qui nous permettent de distinguer les Lorenzetti des haringey. Pourquoi est-ce que nous avons eu besoin un jour d'inventer le langage? Pourquoi est-ce que nous ne nous contentons pas, aussi bien pour nos ordinateurs que pour nous-mêmes, pourquoi est-ce que nous ne nous contentons pas d'algorithmes instinctifs pour nos ordinateurs? Et pourquoi est-ce que l'évolution ne s'est pas contentée de nous donner des algorithmes instinctifs?
Et ici, il y a une résonance bizarre entre l'intelligence artificielle et le romantisme. Faites attention, si votre amoureux ou votre amoureuse vous dit, à un certain niveau de communication, il n'y a plus de place que pour le silence, c'est peut-être un romantique, c'est peut-être une chercheuse en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, avec cette volonté d'utiliser des algorithmes instinctifs plutôt que des algorithmes symboliques, eh bien, tend à mettre à distance la place des langages en informatique. Et certains le disent avec une certaine modération, d'autres le disent d'une manière très, très brute, que l'informatique a pris une mauvaise voie en s'intéressant aux symboles, au langage, etc. Il fallait s'intéresser à l'instant. Voilà, mais il y a un certain nombre d'objections. C'est que certes, tout ce qui ressemble à un chat est un chat, probablement. Mais tout ce qui ressemble à une démonstration mathématique correcte n'est pas une démonstration mathématique correcte. Il n'y a rien qui ressemble plus à une démonstration mathématique correcte qu'une démonstration mathématique incorrecte. Et il n'y a rien qui ressemble plus à une machine de Turing qui termine et une machine de Turing qui ne termine pas. Et il n'y a rien qui ressemble plus à un programme sans bug qu'un programme avec des bugs. Si vraiment, d'instinct, nous voyons où étaient les bugs dans les programmes, beaucoup de problèmes du génie logiciel seraient résolus. Mais c'est justement parce que pour arriver à des connaissances plus subtiles que distinguer un chat d'un chien ou un tableau d'un peintre ou d'un autre, nous avons besoin du langage, nous avons besoin d'exprimer les démonstrations, les machines de Turing, les programmes dans des langages, que nous les avons exprimés ainsi. Et il y a une deuxième raison, qui est le fait que nous avons utilisé le langage à partir d'un certain moment, parce que nous voulions communiquer l'expérience que nous avions eue en identifiant instinctivement un tableau et en l'attribuant à un peintre. Nous voulons communiquer avec nos semblables, et les ordinateurs doivent communiquer avec nous pour expliquer ce qui s'est passé et comment ils sont arrivés à leurs conclusions. Et ça nous amène à la question qui est aujourd'hui centrale dans ces questions d'éthique de l'intelligence artificielle, qui est celle de l'explication. Et pourtant, Michel Serres nous aurait dit, est-ce une question ancienne ou est-ce une question nouvelle? Et c'est une question très ancienne pour le coup. Vous écoutez très certainement de temps en temps la météo à la radio ou à la télé, et on vous dit, demain, il fera 25 degrés à Grenoble. Mais jamais vous ne vous êtes dit, 25 degrés, mais pourquoi? Je croyais qu'il ferait 24 degrés, il fallait faire 25 degrés, mais il faut m'expliquer pourquoi c'est 25 et pas 24. Eh bien non, il n'y a rien à vous expliquer. Il y a des millions de capteurs qui ont mesuré la température, la pression, la vitesse du vent, je ne sais où. Il y a des logiciels d'éléments finis qui ont découpé l'atmosphère en des petits cubes pour calculer la température, la pression et la vitesse du vent dans chacun de ces cubes. Et le résultat est celui-là, et il n'y a rien à expliquer. Alors bien sûr, vous pouvez faire une trace, exactement comme nous disions, quand nous comparons un tableau à un autre, nous pouvons garder une trace de tous les calculs. Mais bon, la trace de la résolution d'une équation aux dérivées partielles par la méthode des éléments finis, quelque chose d'un peu rébarbatif. Enfin, ça dépend ça dépend de la taille du maillage, mais en général, c'est rébarbatif. Et surtout, on n'apprend rien, genre, en le lisant. C'est immense, rébarbatif, et on n'apprend rien. Et donc ça nous pose une question qui est, est-ce qu'il y a toujours quelque chose à expliquer? Et c'est une question qui s'est posée avec acuité dans les années 1970, quand le premier théorème mathématique a été démontré avec un ordinateur, le théorème des 4 couleurs. Dans le théorème des 4 couleurs, il faut énumérer un certain nombre de cas, et dans chacun des cas, on arrive à la même conclusion. Et ce n'est pas un nombre de cas petit, il y a 500 millions de cas, pardon. Donc ces 500 millions de cas, ça marche. Alors vous vous dites, c'est la base de la méthode scientifique, vous vous dites, mais pourquoi ça marche? Et non, là on vous dit juste, ça marche, donc le théorème est vrai. Et il n'y a pas d'explication de la raison pour laquelle le théorème des 4 couleurs est vrai, c'est juste une constatation du fait qu'il est vrai. Et donc ça nous pose la question, est-ce qu'il y a toujours quelque chose à expliquer? Et il faut admettre que parfois, il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer dans une prédiction météo, il n'y a rien à expliquer dans la démonstration du théorème des 4 couleurs, au moins dans celle-là. Il y a peut-être d'autres démonstrations, on ne les a pas encore trouvées. Et il n'y a rien à expliquer dans le fait que quand j'ajoute 98 et 99, eh bien, j'obtiens 197. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a rien à expliquer. Cependant, même sur un exemple aussi simple qu'une multiplication, il y a parfois des choses à expliquer. Quand j'étais étudiant, j'étais en vacances à Barcelone, et il y avait un graffiti que j'ai vu à Barcelone, mais après je me suis aperçu que c'était un jeu qu'avait inventé Lewis Carroll.
Alors, le graffiti, c'était une multiplication, et la multiplication, c'est ce nombre-là, mais je n'arrive jamais à le lire. Enfin, je vais vous lire les chiffres, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Donc c'est 12 345 679 fois 36. Et le résultat, c'est 4 répété 9 fois. Donc 444 444 444. Et je me suis dit, ah, mais là, c'est une multiplication. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à expliquer? Ben oui, il y a un motif, un schéma, un pattern qui se répète. Donc il y a quelque chose à expliquer. Ben, si vous voulez expliquer, si vous voulez comprendre le phénomène, essayez de multiplier ce nombre 12 345 679 par 63 et ça va vous donner une indication. Je vous le laisse en exercice. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer? C'est parce que le phénomène qui se produit ici est un cas particulier d'un cas plus général, d'un phénomène plus général. Et donc, il y a une explication à donner. Et l'explication à donner, c'est le phénomène, le théorème, l'énoncé plus général dont ça est un cas particulier. C'est ça qu'on appelle expliquer, au moins pour un certain nombre d'occurrences du mot expliquer. Voilà, donc des fois il n'y a rien à expliquer, des fois il y a des choses à expliquer. Et il faut se poser la question de savoir, quand on compare une image à tout un tas d'images pour se dire mais elle est plus proche des images du groupe A que des images du groupe B, donc c'est possiblement quelque chose qui appartient au groupe A, ben là il n'y a rien à expliquer. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Ah, alors parfois, il y a quelque chose à expliquer. Par exemple, mes lycéens, je les ai pressés. Je leur ai dit, expliquez-moi comment on distingue un tableau de Haring d'un tableau de Lorenzetti. Ils m'ont dit, les tableaux de Lorenzetti sont plus sombres et les tableaux de Haring sont plus brillants. J'ai dit, bon. Et ça veut dire que peut-être, dans la fonction qui compare deux tableaux pour savoir s'ils sont proches ou non, eh bien, on commence par calculer un attribut du tableau qui est, je ne sais pas, la valeur moyenne des pixels, donc brillant, sombre. Là, ce n'était pas clair, c'était brillant. Je ne sais pas exactement ce que veut dire brillant. C'est une bonne question. Mais supposons qu'on sache calculer la brillance d'un tableau, la vivacité des couleurs, hein, qui n'est pas tout à fait le fait qu'elles soient claires. Mais supposons qu'on sache le calculer et que cet attribut entre dans le calcul de la distance entre deux tableaux. Et que si le tableau que nous avons donné est plus proche des Lorenzetti, est plus proche des Haring que des Lorenzetti, c'est parce qu'à chaque fois, c'est cet attribut qui est déterminant dans la comparaison. À ce moment-là, nous pourrions dire ben, le tableau inconnu est un Haring parce qu'il est de couleur vive, parce que ces couleurs sont vives. Et ça ressemble à une explication. Et cette explication est possible dans certains algorithmes d'apprentissage automatique. Malheureusement, l'algorithme d'apprentissage automatique le plus efficace, qui s'appelle l'apprentissage multicouche, qu'on appelle parfois l'apprentissage profond, mais le mot apprentissage profond est lui-même, comme le mot intelligence artificielle, un tout petit peu une mauvaise traduction, puisque en anglais, quand vous mettez plusieurs couches des lasagnes l'une sur l'autre, vous dites que les lasagnes, they are deep. En français, on ne dit pas deep, on dit épais. On ne dit pas profond, on dit épais. Donc l'apprentissage multicouche, on peut l'appeler l'apprentissage profond, on peut aussi l'appeler l'apprentissage épais. Alors bizarrement, ça convoque dans notre imaginaire des choses un peu différentes. Mais quoi qu'il en soit, l'intérêt de l'apprentissage multicouche, profond, épais, c'est que justement les critères, les attributs du type couleur vive ne sont pas donnés par l'utilisateur, mais sont construits par l'algorithme lui-même. C'est par les couches basses de l'algorithme. Et donc là, il est compliqué de comprendre ce que veut dire expliquer, sachant que l'explication pourrait être dans un langage qui emploie des adjectifs pour désigner des attributs qui ne sont pas des adjectifs de notre langage, mais qui sont des adjectifs du langage inventé par l'algorithme. C'est un petit peu comme cette théorie selon laquelle il y a des langages anciens dans lesquels il n'y a pas de mot pour bleu, et dans lesquels on ne peut pas dire l'océan est bleu, ou le ciel est bleu, puisqu'il n'y a pas de mot pour dire bleu. Et donc là, l'algorithme pourrait nous dire c'est forcément un tableau de Keith Haring parce qu'il est JEG. Mais qu'est-ce que ça veut dire JEG? Ça, c'est un mot de mon langage, il faut apprendre. Comme nous ne sommes pas très bons pour apprendre des nouveaux mots si on ne nous les explique pas, voilà, s'il y a des millions d'attributs qui s'appellent JEG 1, JEG 2, JEG 1 million, l'explication est difficile à comprendre. Et donc, c'est pour ça que cette question de l'explication, qui est aujourd'hui au cœur des questions éthiques, mais aussi des questions de recherche en apprentissage automatique, est centrale. Parce que, à la fois, nous prenons conscience qu'il y a des choses qu'il n'y a rien à expliquer, nous prenons conscience qu'il y a des cas où il est possible d'expliquer et nous ne savons pas le faire, il y a des cas où nous savons expliquer, mais il y a surtout des cas où nous devons expliquer.
Alors il y a une vieille question éthique, est-ce qu'on peut condamner un prévenu parce qu'il ressemble à d'autres prévenus qui ont été condamnés? Alors d'un point de vue strictement conséquentialiste, oui, parce que même si vous ne savez pas pourquoi, il y a une probabilité, même si vous ne savez pas l'expliquer, il y a une probabilité que cette personne soit un délinquant, je ne sais pas, parce qu'il avait des grandes oreilles, comme les délinquants précédents qui avaient des grandes oreilles, donc il y a une corrélation entre la taille des oreilles et la délinquance. Et donc, d'un point de vue conséquentialiste, si vous le mettez en prison, lui, il y a un effet négatif pour lui parce qu'il sera en prison toute sa vie, mais il y a un effet positif pour la société parce qu'il ne va pas tuer des millions de gens. Alors, cependant, c'est ce qu'on appelle les limites du conséquentialisme. C'est-à-dire, il n'y a aucun état de droit où vous pouvez mettre quelqu'un en prison parce qu'il a des grandes oreilles et parce qu'on s'est aperçu que statistiquement, les gens qui ont des grandes oreilles sont plus des criminels que les autres. Et donc ici, si vous n'êtes pas capable d'expliquer aux prévenus en vertu de quel article de loi vous le mettez en prison et vous lui dites juste bah, tu ressembles, tu as une tête de criminel, on n'est plus dans un état de droit. Je pense que tous les juristes s'accordent là-dessus. Et les juristes s'accordent rarement, mais enfin sur ce point, je crois qu'ils s'accordent. Et donc ici, si nous voulons remplacer le juge par un algorithme d'apprentissage, eh bien l'algorithme d'apprentissage doit nécessairement donner une explication, ne serait-ce que la référence à un article de loi. Et donc ça nous amène peut-être à l'idée qu'il y a deux branches dans l'informatique. La branche de l'informatique qui s'occupe des algorithmes instinctifs et celle qui s'occupe des algorithmes symboliques, des algorithmes linguistiques, et qu'on appellerait l'intelligence artificielle et les méthodes formelles, ce qui est assez ironique, puisque l'intelligence artificielle, au départ, c'était les méthodes formelles, c'était la démonstration automatique. Enfin, utilisons les mots comme ils sont employés aujourd'hui. Mais nous voyons bien que cette division n'a pas de sens. C'est une division qui existe aujourd'hui dans nos laboratoires, dans nos institutions, mais elle n'a juste aucun sens. D'abord parce que nous avons besoin d'explications pour des raisons éthiques, mais aussi parce que... comme nous l'avons vu, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec l'instinct. Et donc, et de toute façon, ça nous laisse la question plus philosophique de savoir quelle est la part de l'instinct dans nos comportements, et en particulier quelle est la part de l'instinct dans nos activités linguistiques. Par exemple, je vous ai dit, l'instinct ne sert à rien pour savoir ce qu'est une démonstration mathématique correcte, une démonstration mathématique fausse. Cependant, l'instinct est extrêmement utile pour trouver des démonstrations. Et quand vous faites un problème de géométrie, vous voyez deux lignes parallèles, votre instinct vous dit qu'il faut utiliser le théorème de Thalès. Vous voyez deux lignes perpendiculaires, votre instinct vous dit qu'il faut utiliser le théorème de Pythagore. Mais ça, c'est d'instinct. Donc vous voyez qu'il y a une articulation dans les processus mentaux entre des algorithmes instinctifs et des algorithmes linguistiques. Et il faut que nous fassions la même chose dans les ordinateurs. Et aujourd'hui, nous ne savons pas le faire. Et c'est ça qui fait que nous avons toutes ces questions éthiques liées à l'explication. Voilà, j'ai un petit peu fini le tour des problèmes qui, bien sûr, je n'ai pas cité tous les problèmes, hein, mais j'ai un petit peu fait un tour des problèmes. Et je voudrais terminer, conclure brièvement sur des actions que ces réflexions ont sur l'éthique elle-même. Parce que finalement, c'est bien d'utiliser des notions d'éthique pour essayer de comprendre les problèmes d'éthique de l'intelligence artificielle, mais est-ce que l'éthique elle-même ne s'en trouve pas transformée? Et dans ce panorama, il y a un certain nombre de questions qui sont apparues, qui sont des questions plus ou moins nouvelles pour l'éthique. Alors pas entièrement nouvelles, bien entendu, mais qui sont posées d'une manière différente. Une des questions, c'est pourquoi faisons-nous le mal? Et une des réponses à ça, c'est pas la seule, bien entendu, mais une des réponses à ça, c'est parce que faire le bien est un problème de recherche. Nous ne savons pas, nous n'avons pas les outils techniques pour faire le bien, comme dans le cas d'anonymisation, comme dans le cas du vote électronique, comme dans le cas de l'équité, de la recherche de l'équité dans les algorithmes, parce que nous ne savons pas bien définir ce qu'est l'équité. Une autre question qui s'est posée, c'est une loi est-elle faite pour être transgressée? Alors j'ai essayé de montrer que oui, mais en fait non. C'est bien si on est capable de respecter les lois. Ça peut demander des lois plus complexes, mais dans ce cas-là, cet écart, cet interstice entre la loi et le comportement peut être, et nos comportements peut être réduite. Est-ce que nous pouvons vivre avec en accord avec nos valeurs? Bien oui, mais il faut à condition que nos valeurs ne soient pas trop exigeantes quand même. Nous restons des êtres humains. Est-ce que nous pouvons nous fier à notre instinct? Oui, mais pas toujours. En particulier, pas pour chercher des bugs dans un programme. Est-ce que nous pouvons agir sans expliquer et sans comprendre? Ben oui, nous le faisons très souvent, mais pas toujours. C'est-à-dire il y a un certain nombre de situations où nous devons expliquer nos actions et nous devons les comprendre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas tout le temps nous fier à l'instinct. Et finalement, il nous apparaît que nous avons une espèce d'humanité double. Notre humanité est nous sommes à la fois des animaux instinctifs et des animaux parlants, des animaux symboliques, des animaux linguistiques.
Et il se pose une question en informatique qui est de comment articuler ces deux composantes, l'instinct et le langage, mais c'est aussi peut-être une question qui se pose en éthique pour nous. Comment articuler nos instincts avec notre usage, notre utilisation du langage. Et il me semble, mais après maintenant ça va être un jugement qui sera strictement personnel, il me semble que le fait qu'un progrès technique nous amène à nous poser ce type de questions sous un angle nouveau peut être résumé par un slogan qui est « ce progrès technique débouche sur un progrès moral ». Je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. En plus, on a le résumé, la synthèse parfaite à la fin. Donc là, on a le temps de prendre quelques questions. Là, il y a une question ici, Hélène. Vous avez dit que bon, ce qui limite, enfin, les problèmes que pose la programmation, c'est de savoir quand on peut transgresser la loi, quand est-ce qu'on peut ne pas respecter ses valeurs, etc. Donc finalement, ça, c'est la capacité de discernement et d'appréciation qu'on n'arrive pas à programmer. Alors on n'arrive pas à la programmer, mais on n'arrive pas non plus à l'appliquer, donc c'est ça qui est compliqué. Il n'y a pas de difficulté à concevoir un véhicule autonome qui, en plus d'observer la situation à l'extérieur de la voiture, ce qui va lui donner la position des autres véhicules, les panneaux, la météo, etc., observe ce qui se passe à l'intérieur du véhicule et est capable de comprendre qu'il y a une situation d'urgence, il y a un blessé, par exemple, qu'il faut amener à l'hôpital. Et donc, ici, il y a des règles plus complexes qui ne demandent pas de transgresser la loi, mais simplement la loi est plus complexe, et la loi permet à un véhicule qui transporte un blessé d'aller plus vite. D'ailleurs, si vous regardez le code de la route actuel, les ambulances ont le droit d'aller plus vite que les limitations de vitesse sans contrevenir au code de la route. Et donc, nous aurions besoin d'un code plus complexe. La question est, qui est bon pour gérer la complexité ? Et c'était une question, par exemple, que m'ont posé les lycéens cet après-midi. Ils m'ont dit, voilà, la question que je leur posais, c'était pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que ce soit des ordinateurs qui jugent les gens ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser les ordinateurs juger des gens ? Ils me disaient, parce qu'il y a des cas qui sont complexes. Et les juges humains sont bons pour traiter des cas complexes. Ils sont capables de prendre en compte tout un tas de paramètres, l'enfance malheureuse du prévenu, etc., alors qu'un ordinateur, non. Et je leur ai dit, voilà, là on part d'un principe, c'est que la complexité, elle est du côté de l'humain, et que les ordinateurs sont du côté de la simplicité. Mais est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que les ordinateurs ne sont pas capables de traiter, de comprendre des cas plus complexes que ceux que nous sommes nous-mêmes capables de comprendre ? Est-ce qu'un ordinateur ne pourrait pas tenir compte de davantage de paramètres que ceux que nous utilisons pour décider de dépasser les limitations de vitesse ou non ? Et est-ce qu'un ordinateur ne serait pas plus honnête dans son appréciation de la nécessité de dépasser les limitations de vitesse ou non, en sachant que assez souvent, nous sommes assez indulgents avec nous-mêmes sur le fait qu'il y a vraiment une raison de force majeure qui nous amène à transgresser les règles. Et je crois que nous avons assez naturellement, surtout les informaticiens, cette idée que les ordinateurs sont là pour faire des choses simples et nous faisons les choses complexes. Mais en fait, nous apercevons que les ordinateurs sont assez bons pour gérer la complexité aussi. Oui, les ordinateurs sont capables de gérer des datasets, des données de plusieurs téraoctets, de plusieurs pétaoctets, ce que nous avons un petit peu de mal à faire, malgré tout, il faut le reconnaître. Et alors, pour un petit peu enfoncer le clou dans cette situation, combien de temps passe un juge pour examiner un dossier avant de rendre un jugement ? Bon, ça dépend beaucoup du tribunal. Aux assises, le juge prend du temps, mais pas en correctionnel. En correctionnel, pour un délit mineur, le jugement est prononcé en 10 minutes, parfois 6 minutes. Voilà. Donc le juge, il a aussi beaucoup de dossiers, beaucoup de prévenus, beaucoup de cas. Est-ce qu'en 6 minutes, ou en 15 minutes, ou même en 1 heure, est-ce que le juge est capable de comprendre toutes les complexités ? Et est-ce qu'un ordinateur ne serait pas meilleur là-dessus ? Je n'ai pas de réponse. Je ne vous dis pas que je pense qu'un ordinateur serait meilleur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles les juges en cour d'assises ne sont pas des ordinateurs. Mais
en essayant de nous placer sur une perspective un tout petit peu plus longue, est-ce que les ordinateurs ne seraient pas meilleurs que nous pour gérer cette complexité de la transgression d'une règle, pour gérer cette complexité d'un jugement en correctionnel? J'en sais rien. Ok, d'autres questions? Merci. Je voulais, par rapport à la question précédente, ça pose la question, les ordinateurs, en particulier les intelligences artificielles, travaillent sur un ensemble d'entrées qui est généralement fixé, alors que les juges humains peuvent avoir une certaine créativité dans le fait d'ajouter des entrées, de sentir à un endroit il manque une entrée, et c'est un peu ça le... Enfin, est-ce que c'est pas là que l'ordinateur ne peut pas avoir la même complexité que l'humain, pas dans la façon de traiter les entrées existantes, mais oui. Dans la façon d'en ajouter. Alors, d'abord je vais résumer ce que vous avez dit, et ensuite je vais répondre. Vous avez dit les juges humains sont des algorithmes d'apprentissage par renforcement, alors que les juges algorithmes sont des algorithmes d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire, qu'est-ce que apprendre de son expérience quand on devient un juge plus aguerri, un juge plus expérimenté? C'est exactement le principe de l'apprentissage par renforcement, où l'apprentissage n'est pas dans une phase préliminaire, mais c'est une espèce d'apprentissage tout au long de la vie, comme on dit à l'université. Alors, je pense qu'il y a deux hypothèses que vous faites qui sont à interroger toutes les deux. La première, c'est celle qu'un algorithme ne serait pas capable de prendre tout d'un coup un nouveau paramètre en compte. Alors pourquoi? Par exemple, l'algorithme peut regarder les jugements que lui a rendus, mais aussi les jugements que ses camarades d'algorithme ont rendus. Et donc il peut s'apercevoir que les camarades d'algorithme ont d'autres critères. Ou alors les prévenus et leurs avocats peuvent invoquer des critères supplémentaires. Et à ce moment-là, l'algorithme peut se dire je vais regarder si ces critères sont vérifiés ou non dans mon dataset et apprendre quelque chose de nouveau. Mais surtout, et je pense que c'est un des points essentiels, c'est la seconde hypothèse que je voudrais interroger, qui est celle que les juges sont tellement créatifs. Alors d'une part, les juges sont censés appliquer la loi, et la loi, elle est écrite et finie. Alors, bien sûr, les lois évoluent, mais elles évoluent aussi bien pour les humains que pour les ordinateurs. Et donc, les juges ne sont pas censés prendre en compte tout un tas de critères qui ne sont pas mentionnés par la loi. Parfois, ils le font. Et je ne suis pas sûr qu'un juge qui vous juge en 6 minutes avant de vous envoyer moisir dans un cachot pendant 20 ans soit si créatif que ça, en 6 minutes. Oui, peut-être vous pouvez essayer d'inventer un nouveau truc qui va le surprendre, mais ce n'est pas sûr que ça marche. Vous voyez. Donc cette créativité, cette possibilité infinie du cerveau humain de tout le temps se redéployer, est-ce que ce n'est pas juste un mythe? J'en sais rien, à nouveau, c'est une question que je pose. Mais disons, il faut peut-être sortir de ce cadre un tout petit peu confortable et mythique, et dans lequel je me place volontiers 99% du temps, qui consiste à dire, voilà, les algorithmes font ce qu'on leur dit de faire, et puis nous avons une créativité infinie. Et la situation est plus complexe que ça. Cela dit, pour vous rassurer sur la question du juge, mis à part pour les amendes qui concernent les dépassements de vitesse, nous ne sommes pas aujourd'hui jugés par des machines. Alors, il n'y a que le cas des amendes, donc qui ne sont pas vraiment des jugements au sens juridique du terme, qui sont des amendes, où là, il y a entre le radar qui vous a flashé, l'ordinateur qui vous a envoyé l'amende, l'autre ordinateur qui a récupéré votre numéro de carte bleue et l'ordinateur qui a débité votre compte, il n'y a aucun être humain. Mais mis à part dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous n'avons aucun jugement qui soit rendu par un ordinateur, et je pense que c'est bien. Mais la question éthique n'est pas juste de dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est relativement facile à répondre. Voilà, les juges fonctionnent, ne changeons rien. Mais la question est de comprendre, est-ce qu'il serait possible de le faire? Et est-ce que ça serait bien ou est-ce que ça serait mal? Et ici, tous les arguments qui nous disent c'est bien, et qui sont en gros ceux qui nous ont amenés à prendre les décisions que nous avons aujourd'hui, et qui sont des décisions tout à fait raisonnables, que je conteste assez peu,
eh bien, on s'aperçoit que les arguments ont beaucoup de présupposés. Et ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre ces présupposés et de les interroger. Et c'est juste ça que j'essaye de faire. Je n'essaye pas de vous convaincre qu'il faut remplacer le président de la Cour de cassation par un algorithme, surtout un algorithme de 15 lignes que j'aurais écrit hier. Ce n'est pas du tout dans cette perspective que je me place. J'essaye juste de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si formidable avec les êtres humains. Alors ça, c'est une autre question, laquelle j'ai décidé de ne pas en parler aujourd'hui, c'est que le développement de ces questions éthiques nous amène à la fois à relativiser l'humanisme qui nous est parvenu de la Renaissance, voire du sacrifice d'Isaac, cette idée que les êtres humains, c'est quelque chose de si extraordinaire que ça. Ça nous mène à la fois à relativiser ça, mais aussi à inventer un nouvel humanisme. Mais partir juste du principe que les êtres humains sont formidables et que tout le reste, c'est rien, ça, c'est quelque chose dont on voit les limites aujourd'hui. Et c'est une des grandes transformations éthiques de notre pensée éthique. Et alors, elle n'est pas uniquement impulsée par l'informatique, elle est impulsée par l'informatique et par l'éthologie, comme vous le savez. Si vous avez cessé de manger de la viande, vous savez que cette question de l'humanisme, elle est aussi attaquée d'un autre côté, par exemple par l'antispécisme, de manière générale. C'est vrai, qu'est-ce que nous avons de si extraordinaire? Il faut quand même se poser la question. Une autre question, oui. Thierry. Je voulais juste vous demander, est-ce que finalement le débat ne se résume pas à la pondération de l'erreur? C'est-à-dire, il est inacceptable qu'une voiture autonome se trompe, mais un être humain se trompe sur la route très souvent. Et donc du coup, est-ce que c'est pas justement que l'erreur restera humaine, mais qu'on ne l'accepte pas dans les machines? Oui, alors, vous êtes d'accord avec ma grand-mère? J'avais travaillé sur un programme d'avion sans pilote. Et à nouveau, c'était de la recherche. Je ne vous dis pas qu'il faut supprimer les pilotes dans les avions, même si je serais plus rassuré de voler dans un avion sans pilote, enfin avec un pilote automatique, je veux dire. S'il n'y a pas du tout de pilote, c'est embêtant, mais s'il y a un pilote automatique, ça va, que d'être jugé par un ordinateur. Je pense qu'on remplacera les pilotes avant les juges. Si vous avez un choix de carrière à faire, soyez plutôt juge que pilote. Je pense qu'il y a plus de travail pour les juges que pour les pilotes. Et alors, j'avais raconté ça à ma grand-mère qui m'a dit « mais jamais je monterai dans un avion sans pilote ». Bon, ok. Et je lui ai dit « alors faisons une expérience de pensée. Est-ce que tu préférerais monter dans un avion sans pilote qui a une chance sur 10 millions de s'écraser, un avion avec pilote qui a une chance sur 10 millions de s'écraser, ou dans un avion sans pilote qui a une chance sur 100 millions de s'écraser ?» Elle m'a dit « je préfère mourir avec un pilote que monter dans un avion sans pilote ». Voilà, donc ma grand-mère n'a pas vu la ligne 14, donc je ne sais pas si elle aurait pris la ligne 14 ou non. Mais il est vrai que nous sommes extrêmement inquiets de remplacer un être humain par un algorithme, même quand l'algorithme serait vraisemblablement meilleur que les êtres humains. Alors ça, j'ai essayé de comprendre pourquoi, il y a plein d'explications. C'est que finalement, le cas, une chance sur 10 millions quand vous prenez l'avion, qui est à peu près les statistiques, au moins on sait à quoi s'en tenir. Okay, on sait que les avions s'écrasent de temps en temps, mais on est en terrain connu. Alors que mon hypothétique, une chance sur 100 millions, ma grand-mère peut se dire, oui, mais alors d'où il sort ces chiffres? Ça, on n'en sait rien. Voilà, donc il y a une raison qui est notre conservatisme. Il y a une autre question qui est notre technophobie, c'est-à-dire, c'est vrai que ça serait, vous voyez, je préfère mourir moi aussi dans un avion avec un pilote qui dit, on perd de l'altitude, mais je vais faire tout ce que je peux pour vous sauver, plutôt que d'avoir la voix de HAL 9000 qui nous dit, la situation est désespérée, il vous reste 3 minutes à vivre, faites... Vous voyez, j'aime mieux quelqu'un qui a un peu de compassion pour les 3 dernières minutes. Bon. Mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien. Et alors ça pose un autre type de question éthique. C'est qu'aujourd'hui, bon, comme vous le savez, il y a déjà des voitures autonomes qui ont tué des gens, 2. Il n'y a pas beaucoup de voitures autonomes, hein, donc il faut prendre ces... Et chaque année sur la route, nous tuons 1 300 000 personnes. Donc, je pense que vous connaissez tous des gens qui sont morts dans un accident de la route. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. C'est une des causes de mortalité élevée, en particulier pour les jeunes. Les jeunes ont peu de causes de mortalité par ailleurs. Donc, c'est vraiment un vrai fléau.
Donc il y a des gens qui nous disent, attendons que les ordinateurs, les véhicules autonomes soient parfaits, qui n'écrasent absolument personne pour les déployer. Mais chaque année qu'on attend, c'est 1 300 000 personnes, selon l'OMS, qui meurent. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas ici une raison éthique qui devrait nous amener à précipiter l'arrivée des voitures autonomes? Parce que même si elles tuaient 100 000 personnes par an, ça serait toujours 10 fois moins que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, pour épargner 900 000 vies, est-ce qu'il ne faudrait pas... Voilà, est-ce que notre tempérance, est-ce que notre prudence ne nous amène pas à éviter d'épargner des centaines de milliers de vies? Et si c'est le cas, est-ce que notre prudence, notre tempérance n'est pas, j'allais dire criminelle, mais je dirais mauvaise? Est-ce que la tempérance n'est pas, elle aussi, parfois un comportement mauvais? Et c'est une question de recherche. Donc on ne sait pas répondre. Thierry. Merci beaucoup pour cette vraiment très belle intervention. Bon, en tant que philosophe, pour ma part, je suis très admiratif de la manière dont vous avez finalement exposé les termes du problème qui se posait à nous ce soir, avec courage et sincérité. Simplement, je m'interroge sur la distinction ou la dichotomie que vous avez installée entre l'instinct, d'une part, le raisonnement instinctif, et le raisonnement, disons, appuyé par le langage symbolique. Justement, vous parliez de l'éthologie. Aujourd'hui, en éthologie, on se rend compte que l'instinct, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec le langage. Les animaux, beaucoup d'animaux, et pas seulement les mammifères évolués, ont un rapport à des formes de langage. Ces formes de langage, ils nous parlent lorsqu'on est capable de démentaliser. Leurs langages sont incarnés, incorporés. Ils sont collectifs, comme tout langage. Il y a de l'interaction, non verbale en particulier. Alors, cela dit, c'est pas ça que je veux souligner. Je veux dire qu'à partir de cette distinction, là, je vais vraiment rentrer dans la philosophie. Vous évoquez une question cruciale. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé du tout, ni dans le développement, ni dans les questions. C'est le mot sens. La question du sens. L'éthique relève à la fois, en tout cas dans sa demande sociétale qui nous est adressée à vous en éthique de l'informatique et à nous philosophes en général, elle relève de l'interrogation sur le sens. Elle relève aussi de la conformité à des valeurs, à des règles. Le droit peut nous aider, etc. De ce qui est licite, axiologiquement bien défini, explicable. Il se trouve que le raisonnement de type instinctif a peut-être une relation, mais c'est une vraie question de philosophe, je n'ai pas de réponse, avec ce qu'on appelle, qu'il faudrait mieux définir, le sens. Vos lycéens vous répondent du point de vue du sens. C'est quoi le sens d'une certaine manière? C'est la capacité à être inspiré dans une esthétique. Lorenzetti, n'importe quel peintre contemporain, sont différents dans leur rapport au monde, leur positionnement poétique, d'une certaine manière, dans une perception du monde. Et c'est peut-être ça le sens qui, pour l'instant, fait défaut aux machines, si du moins on clive les deux types de raisonnement. Alors, il y a aussi de l'esthétique dans le raisonnement mathématique. Voilà, donc j'aimerais vous entendre là-dessus, ce qui peut nous emmener très loin dans la soirée. Gilles, une réponse rapide, parce qu'on a une autre question derrière. D'accord. Donc c'est bien. Donc il y a deux choses à savoir avec les philosophes, c'est quand ils commencent par vous féliciter, la question va être assez difficile derrière. Et la deuxième, c'est qu'ils posent une question qui dure un quart d'heure, mais il faut répondre en 1 minute. Donc, je vais répondre brièvement, puis on peut discuter, bien sûr, après. Alors, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, dans les recherches en informatique, l'instinct et le langage sont trop déconnectés. C'est-à-dire, il y a des algorithmes d'apprentissage qui sont des algorithmes instinctifs, il y a des algorithmes de vérification, de correction, de démonstration mathématique qui sont purement symboliques. Et ce que je dis, c'est qu'il faut essayer de comprendre mieux les interactions entre ces deux types d'algorithmes, et en particulier parce que, mais on n'est pas obligé d'imiter l'humain, mais vraisemblablement parce que dans le cas des humains et aussi des animaux, les deux sont articulés d'une manière beaucoup plus intime qu'ils le sont aujourd'hui dans l'informatique. Et que ça, c'est une question pour l'informatique, c'est une question pour les informaticiens, comment mieux articuler les algorithmes d'apprentissage et les algorithmes symboliques. Alors, sur la question du sens, il n'est pas vrai que je n'ai pas prononcé le mot sens, j'ai prononcé un synonyme, qui est le mot explication. C'est-à-dire, quand on veut expliquer une démonstration mathématique, quand on veut expliquer une décision, on peut utiliser un synonyme qui est de dire on veut donner du sens à la décision qu'on a prise, on veut donner du sens aux raisons pour lesquelles on a articulé les règles logiques d'une manière ou d'une autre.
Donc oui, c'est à travers cette question de l'explication que la question du sens se pose. Voilà. Alors après, je préfère le mot explication au mot sens, puisque le mot sens, après, il va falloir distinguer sens et dénotation et compagnie. Donc j'aime mieux éviter cette part du vocabulaire philosophique, au moins pour ce type d'intervention. Mais oui, la question de l'explication et la question du sens sont vraiment reliées. Voilà, ça sera ma réponse courte. Merci. Dernière question, peut-être, Michael. J'aimerais revenir sur la question interdite de les machines vont-elles chercher à nous éliminer? Oui. Et la regarder sous un autre angle. Donc on est à l'ère de l'Anthropocène où l'humain serait responsable du réchauffement climatique et donc on est le problème de cette planète. Et du coup on pourrait demander à des machines, à un modèle de faire des calculs, de regarder, d'apprendre avec les données et de nous dire je n'ai pas d'explication mais effectivement vous êtes le problème et il va falloir faire quelque chose. Donc là, est-ce que les machines, on n'est pas en train de leur demander une explication qui viserait à nous éliminer, une bonne raison de nous éliminer? Alors, c'est vrai, et je ne suis pas loin d'être d'accord avec les machines en ce qui concerne ce point-là. Donc, ce que nous constatons... d'abord, il y a un petit point d'épistémologie à faire avant, c'est que les modèles du climat sont des modèles, et que la notion de modèle est une notion relativement récente en sciences, et que nous n'avons pas fini de faire l'épistémologie de la notion de modèle. Et une fois, dans une intervention, je n'avais pas prononcé le mot climat, j'avais parlé des modèles, et des modèles, tout type de modèles, j'avais dit qu'ils posent un certain nombre de problèmes, en particulier du fait de leur flexibilité, et que la notion de modèle devait être pensée davantage. Et à la fin, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouf, j'avais peur que vous parliez des modèles du climat ». J'ai parlé des modèles du climat, j'ai parlé de tous les modèles. Donc il y a cette question de la place du modèle sur laquelle il faut faire attention, et il faut comprendre que les modèles, donc non seulement ont ce problème de flexibilité, mais c'est typiquement le genre de calcul non explicatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est responsable du réchauffement climatique? Ça veut dire que si on fait tourner le même modèle en supprimant un des paramètres qui est les êtres humains, eh bien on s'aperçoit que la Terre se réchauffe, et la Terre et les océans se réchauffent moins vite. Bien, il y a une question qui est une vraie question scientifique à laquelle je n'ai pas de réponse, mais qui est: est-ce qu'il est possible qu'il y ait une espèce proliférante comme l'est aujourd'hui l'homme, enfin le sapiens, et que cette espèce proliférante ne bouleverse pas l'écosystème autour d'elle? Et aujourd'hui, il y a un petit nombre d'espèces proliférantes qui sont sapiens, le blé, les vaches, les cochons, les chiens. Et donc il y a beaucoup plus d'humains qu'il y en avait il y a encore 200 ans, mais il y a aussi beaucoup plus de blé, d'épis de blé, il y a beaucoup plus de vaches, et il y a beaucoup plus de chiens. Et donc ces espèces qui coévoluent aujourd'hui détruisent d'autres espèces, et le réchauffement climatique n'est qu'un des moyens, enfin un moyen, c'est juste un outil non, c'est pas un outil, c'est un intermédiaire dans cette destruction. Et alors il y a ici une vraie question qui se pose, c'est d'abord, est-ce que, d'un point de vue éthique, le fait qu'on change les espèces, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'abeilles mais qu'il y ait plus de blé, c'est un problème? Et ça, c'est une question éthique à laquelle qu'on ne peut pas éviter. Et ensuite, à supposer qu'on réponde oui à cette question, qui est sans doute ma réponse, eh bien, dans ce cas-là, si nous voulons rester avec un écosystème dans lequel il y a des abeilles, par exemple, est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'on continue avec 7 milliards d'êtres humains, ou est-ce que ça veut dire que la prolifération de l'espèce humaine, de sapiens, est un problème, et avec la prolifération des espèces qui sont associées? Et donc, je crois que si la réponse à ces deux questions est oui, eh bien, ça veut dire que le seul moyen de préserver la température sur la planète et les autres espèces qui vivent sur Terre, eh bien, c'est de diminuer c'est d'arrêter la prolifération et de diminuer le nombre d'êtres humains sur Terre. Et alors, quand je dis ça, vous pouvez imaginer que je vais proposer de les exterminer ou quelque chose comme ça. Alors, ce n'est pas du tout mon intention. Je suis une personne très pacifique, donc je ne cherche à exterminer personne. Mais ça veut dire que, par ce qu'on appelle toujours le contrôle des naissances, il est possible que dans une ou deux générations, nous ne soyons plus que 1 milliard d'humains et plus 7 milliards d'humains. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon. Ou pas.
Bon, merci beaucoup. On va remercier encore une fois.